Je pense qu'il faut vraiment réactiver tout ce qu'on a en commun et surtout réactiver nos racines qu'on a beaucoup trop oubliées. Je suis vraiment content de participer dans une réunion comme ça pour apprendre, seulement pour apprendre. El hombre blanco ha sido inteligente también. Pues de luego, pues el hombre blanco lo hace proteger, ¿no? A la vez, ¿sí? Bonjour et bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce 3e épisode de Back to Life. Ce webinaire a pour objectif de partir à la rencontre de ceux qui font, ceux qui s'inspirent des messages des peuples premiers et qui revisitent, testent, créent de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire plus justes, plus reliées au vivant. Le peuple Kogi nous a invités au dialogue et aussi au passage à l'action. Nous pourrions nous contenter d'admirer ce peuple qui a su garder un lien indéfectible à la terre et au vivant, et nous morfondre sur notre société dont la promesse de modernité semble parfois nous conduire tout droit vers la destruction, ou tout simplement suivre la proposition qu'ils nous font, celle d'emprunter une 3e voie, celle de réactiver nos connaissances, de changer en conscience nos pratiques. Durant ce webinaire, il n'y a aucune leçon, uniquement des rencontres avec des personnes qui pratiquent, qui sont sur le terrain et qui viennent partager leurs intentions et leurs inspirations. Au travers des actions qu'elles mènent, nous pouvons profiter de leur retour d'expérience, nous enrichir d'un autre regard. Car l'objectif n'est pas de trouver des solutions, mais de se poser de nouvelles questions. Ce webinaire est porté par 3 organisations, Inside Outside, Chendukwa et Ezel Vidéo Production. Inside Outside est spécialisé dans les congrès et événements et chemine depuis 15 ans dans la mise en œuvre d'une gouvernance partagée qui est largement inspirée de certains des principes Kogi. Ezel Production va être présenté dans quelques instants et Chendukwa œuvre depuis 30 ans maintenant auprès du peuple Kogi. Aujourd'hui, nous pensons à son fondateur Éric Julien qui n'a pas pu se joindre à nous et nous avons la chance d'accueillir Michel Podolak. Michel, peux-tu nous dire quelques mots sur Chendukwa et les raisons pour lesquelles l'association porte ce webinaire Back to Life? Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, d'abord, excusez Eric qui a un empêchement vraiment très tardif et voilà, donc j'essaie de le remplacer. Donc je suis président de Chendukwa depuis 3 ans. Alors Chendukwa, vous connaissez l'histoire, près de 30 ans d'activité, du rachat de terre, de la restitution de terre, de l'accompagnement dans la réinstallation, et puis également de l'activité au niveau des écoles, de la maternelle à l'enseignement supérieur, dans les entreprises, dans les festivals, et enfin, et c'est notre thème évidemment d'aujourd'hui, qui nous ramène notre thème d'aujourd'hui, c'est le dialogue croisé entre les connaissances autochtones et les savoirs occidentaux, c'est-à-dire les connaissances autochtones portées par les mamous, les sagas, donc les hommes et femmes, qu'on appellerait chez nous un peu vulgairement, communément les chamans, mais en fait c'est pas vraiment des chamans, mais disons que c'est cette idée-là, en tout cas des gens qui sont reliés à la spiritualité très très fortement, et vraiment cette spiritualité est vraiment le cœur de leur culture. Et donc nous avons engagé un dialogue avec eux depuis quelques années. Ça s'est concrétisé par 3 diagnostics de santé territoriale. Le premier a eu lieu dans la Drôme en 2018, un petit peu expérimental, un peu discret, parce qu'on ne savait pas où on mettait les pieds finalement. On ne savait pas trop où on mettait les pieds. Et puis ce qui était tellement intéressant, ça nous a amené à aller plus loin. Et en 2023, il y a eu ce voyage le long du Rhône avec quelques petites escapades hors de ce voyage en Corse, et notamment à Rofin et à Grenoble. Un 3e diagnostic croisé qui s'annonce donc en 2026. Voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Je crois que le fond du sujet, c'est vraiment de se dire que nous habitons tous la même planète, nous avons tous nous mangeons tous, nous buvons tous, nous avons tous des mêmes besoins, et pourtant on regarde le monde différemment. Et ce que nous souhaitons à travers ces dialogues, c'est précisément rassembler des dialogues, des points différents, et notamment celui des autochtones avec nos scientifiques. Nos scientifiques, je ne choquerai pas Béatrice et Gilbert Cochet qui sont avec nous tout à l'heure, mais qui sont classiquement, mais ce n'est pas leur cas évidemment s'ils ne seraient pas là, plus dans un principe plus de séparation, là où les Kogi nous invitent à une approche totalement globale du monde. Et donc, en fait, c'est ce dialogue entre ces 2 types d'énergie qui nous passionnent et pour lesquels nous pensons qu'il y a autre chose à découvrir. Et c'est pour ça qu'on maintient cette activité-là, bien entendu, et qu'il y aura le 3e diagnostic 3. Et finalement,
c'est finalement, on pourrait dire que en rassemblant les regards différents, on peut peut-être trouver une espèce de vérité commune ou quelque chose de cet ordre de la vérité commune. Et c'est à ça que nous vous invitons en tout cas. Merci beaucoup, Michel. Je vais inviter Mickaël à nous rejoindre. Mickaël nous gratifie de magnifiques images. On va en faire l'expérience juste après. Mickaël, peux-tu dire un petit mot sur toi et ce que tu fais? Ouais, bonjour Frédéric, merci beaucoup en tout cas pour ces mots. Effectivement, je suis Mickaël Lezé de Ezel Vidéo Production. Je fais pas mal de vidéos dans tout type de domaines, mais je vais essayer de me consacrer de plus en plus à essayer de mettre en lumière le vivant, la nature. Et donc, une grande partie des vidéos que vous verrez là traitent de ce sujet-là. Et j'ai hâte en tout cas que vous puissiez découvrir ces personnes qui ont besoin d'être mises en lumière et qui ont besoin de partager un savoir qui est précieux. Merci Frédéric. Merci beaucoup, Mickaël. Après 2 premiers webinaires qui ont été organisés autour du monde de l'entreprise, on a cherché à comprendre comment dans ces organisations qui peuvent parfois sembler éloignées du vivant, comment il est quand même possible de changer les pratiques. Nous sommes à la rencontre de différentes organisations. Et aujourd'hui, la proposition est un peu différente puisqu'on vous propose de partir à la rencontre du monde agricole avec une expérience incroyable, je pense on peut le dire, qui se passe à la ferme de Mont-la-Huc à Bellegarde en Diois. C'est l'occasion de se rapprocher de la terre, du monde animal et végétal, et c'est une profession qui nous nourrit, donc essentielle, et qui, je pense qu'on peut le constater tous en ce moment, est malheureusement régulièrement au cœur de l'actualité, car elle rencontre de nombreuses difficultés, problématiques de rendement, utilisation de la chimie, économie subventionnée, épuisement des agriculteurs. C'est un tableau qui ne fait pas vraiment rêver. Et pourtant, il existe des initiatives et peut-être même cette fameuse 3e voie dont nous parlent les Indiens, Kogi, et c'est celle qu'a décidé d'emprunter Marco. Bonjour Marco Fortoni, très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui. Peux-tu nous présenter en quelques mots, et on aura largement l'occasion de revenir après avec toi sur tout ce que tu portes, mais une rapide introduction de qui tu es, de ce que tu fais. Alors bonjour, merci à tous. Moi, donc oui, Marco Forconi, je suis agriculteur dans le sud de la Drôme, le GAEC de Mont-la-Huc pour être précis, et donc qui est la ferme de l'École pratique de la nature et des savoirs. L'École pratique de la nature et des savoirs, c'est une association un petit peu fille de Tchendikoua, où en gros on essaye de s'inspirer du message des Kogi justement pour le mettre en pratique dans différents champs d'activité, on va dire, pour essayer de penser et d'expérimenter un nouveau monde. Donc il y a une école par la nature qui s'appelle Caminando, il y a une société de conseil aux entreprises, un volet grand public avec un site en immersion qui s'appelle La Comtesse. Et donc nous, sur la ferme, voilà, c'est vraiment essayer de concevoir comment est-ce qu'on peut faire avec le vivant un maximum, et imaginer se reconnecter voilà, au vivant, à une façon de faire plus respectueuse et soignante pour nos écosystèmes. Merci beaucoup Marco. Et vous le savez, dans ce webinaire, on a ceux qui font, et puis on cherche toujours aussi à avoir une caution scientifique, un regard scientifique. Et donc, Michel, nous avons la chance d'accueillir 2 personnes expertes que je te laisse nous présenter. Oui, tout à fait. Alors, nous accueillons effectivement Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet, qui sont donc naturalistes, qui ont fait de nombreux livres, qui sont donc, je vais vous les laisser se présenter un peu mieux, mais juste peut-être rappeler qu'ils sont dans l'aventure avec nous depuis quelques années. Ils ont participé au diagnostic croisé 2, c'est-à-dire la descente du Rhône, et même ils ont été en Colombie, ils ont fait le voyage en Colombie auparavant. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire un petit mot sur vos travaux? Bonjour Michel, bonjour à tous. Oui, alors on a fait le diagnostic croisé 2, effectivement, et même le diagnostic croisé 1, parce que c'est là que notre aventure, notre rencontre avec Éric Julien et notre aventure a commencé. Oui, donc ça a été la première rencontre, ça nous a secoué un peu. Et ensuite, on a continué sur nos travaux. Et en fait, c'est de la recherche sur le retour de la nature. Et on a écrit plusieurs ouvrages pour faire de pédagogie et faire avancer cette idée selon laquelle on peut vivre avec le vivant et donc arriver à se respecter. Il y a de la place pour la vie sauvage et la vie civilisée.
Et du coup, on a cofondé avec un groupe d'amis une association qui s'appelle Forêt Sauvage et dont l'objectif est, comme le fait Tchendukwa, d'acheter des terrains, mais cette fois-ci, c'est pas pour les restituer aux Kogi, mais c'est pour les restituer aux vivants non humains. Magnifique. Alors, nous avons aussi Laetitia Roux, que nous allons accueillir. Laetitia, c'est notre grand témoin. Comme à chaque fois, nous avons un grand témoin. Et là, Laetitia, on peut dire que tu es la meilleure skieuse alpiniste au monde, Laetitia? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, on peut dire ça comme ça, mais moi, je dirais que je suis surtout une amoureuse de la montagne et du vivant. J'ai fait une carrière effectivement de haut niveau en ski alpinisme, donc en fait, c'est du ski de randonnée en compétition. Je suis multiple championne du monde de ski alpinisme et à la fin de ma carrière en 2020, le Covid et le confinement finalement m'ont ramené, je pense, aux choses qui étaient vraiment essentielles et vitales pour moi, c'est-à-dire la reliance au vivant. Et c'est à ce moment-là que nous avons co-créé avec Marianne Bréchu et l'association Water Family Be the Change, soyons le changement. C'est un projet qui visait vraiment à ramener à la reconnexion au vivant. On a cherché à sensibiliser et à éduquer à travers des films et puis des interventions dans des écoles. Ça a été un peu un gros tournant dans ma vie. Merci Laetitia, merci Michel. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous avons un plateau très riche et un sujet amphithéâtre qui est le vivant et c'est la ferme de Marco qui va vraiment nous guider. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot pour vous dire que ce webinaire, c'est avant tout le vôtre. Vous avez un petit icône en haut de votre écran avec 2 bulles. N'hésitez pas à l'utiliser donc par l'intermédiaire du chat pour poser vos questions à nos invités, bien entendu, mais je vous le rappelle, ce qui est important pour nous et pourquoi on fait aussi toute cette action de webinaire, c'est pour faire émerger des nouvelles questions. Donc, si vous cheminez durant ce webinaire, vous avez des résonances et vous avez des questions qui émergent, qui sont en lien avec vous, vos pratiques, la nouvelle façon que vous pouvez poser un regard sur vos pratiques ou tout simplement sur le monde, n'hésitez pas à les partager. On pourra aussi les partager avec tout le monde et c'est ça qui nous intéresse, c'est de changer de regard. Maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec Michael. On est très impatient de découvrir ton film. Tu l'as réalisé lors de la venue des Kogi en 2023. Peux-tu, en introduction, nous rappeler le contexte et faire l'introduction de ce film? Merci Michael. Oui, effectivement. Donc, l'aventure que vous connaissez déjà en partie pour ceux qui ont vu les 2 premiers webinaires. Donc, c'est une aventure qui est partie du glacier du Rhône en Suisse et qui a suivi le Rhône jusqu'en Camargue. En 2023, on a eu donc un tournage de 1 mois. Suite à ce tournage, on a essayé de créer les savoirs, en tout cas de faire émerger des questionnements, comme disait Frédéric tout à l'heure. Ici, on va s'arrêter à peu près au milieu du voyage. C'est au parc de la Fessine, donc c'est la première fois qu'on arrivait dans une grande ville en France, qu'on en avait déjà fait en Suisse, mais là on arrivait donc proche de Lyon, Villeurbanne, en France, et on voulait voir ce qui allait émerger effectivement entre le savoir Kogi et le savoir de nos scientifiques. Et premier questionnement assez important qu'ils nous ont posé, c'est pourquoi vous appelez ça un parc? Au début, on ne voyait pas trop pourquoi. On se demandait pourquoi ils voulaient nous dire ça, sachant que l'élu qui était avec nous, Clément Dodane, que vous verrez dans la vidéo, était quelqu'un de très, enfin, est toujours d'ailleurs quelqu'un de très impliqué dans essayer de réensauvager, essayer de faire autrement dans ce parc de Villeurbanne. Et donc pour le reste, je vais vous laisser découvrir dans la vidéo pourquoi on appelle ça un parc et pourquoi les Kogi sont aussi étonnés de ce mot-là. Ce qu'on a pu, c'est un ancrage territorial, tu vois, le fait d'être enraciné en fait finalement, d'avoir des petits bouts de racines au bout des orteils, d'être vraiment planté dans la terre. Quelque chose que peut-être nous on a perdu
ce lien direct avec la nature. C'est au cœur d'une des plus grandes villes de France que nous avons visité un poumon de biodiversité. Nous sommes au cœur d'un voyage à la croisée des savoirs, un cheminement entre deux regards, celui de nos scientifiques européens et celui de nos invités. Descendant de la civilisation précolombienne Taïronas, la société Kogi est l'une des rares sociétés au monde héritière de 4000 ans d'histoire et de connaissances non interrompues. Le parc de la Fessine est une des rares parenthèses de biodiversité de l'agglomération lyonnaise. Il est une bouffée d'air pour nos citadins, mais bien plus pour nos hôtes. Une de leurs questions d'ailleurs n'a pas manqué de nous interpeller. Pourquoi appeler ce lieu un parc et le considérer de la sorte ? La venue des Kogi, c'est vraiment quelque chose qui est pris très au sérieux et sur lequel on veut essayer de faire déboucher un parlement de la Fessine, on veut infléchir notre manière de gérer et essayer d'en faire. En fait, ce parc, il a une échelle métropolitaine, c'est pas uniquement un parc à l'échelle de la ville. Et on aimerait que ce soit un lieu d'application de cette écologie pratique, cette transition écologique. Elle se fera aussi par la mise à disposition de lieux comme ça, mais aussi par la possibilité que les gens auront de monter en compétence, de comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes, voire même de pouvoir venir jardiner. Instaurer un parlement de la Fessine pour nous aider à considérer la nature autrement. Ne plus chercher à la contrôler, mais la laisser prospérer, nous inspirer. Mais comment ce parc peut nous inspirer ? Là, celui-ci, de l'ordre de 5 ans. Voilà. Il pousse comme ça, à l'abri des autres. Et ça, c'est des espèces qui peuvent vivre très longtemps en France, 500 jusqu'à 1000 ans. Et c'est cette végétation qui est en train de remplacer les anciens peupliers. Et c'est cette dynamique qui est à l'œuvre ici qu'on va essayer d'accompagner parce que ça supportera mieux les conditions climatiques, écologiques de demain. Mais ça, c'est vous qui l'avez planté ? Non, il est venu naturellement. C'est les oiseaux qui viennent déposer ces graines. Cette salicine, l'antioxydant qui est là, est un très très puissant antioxydant et prend soin de toutes les... Nous soins de spirine, toi, il prend soin de nous. Il prend soin également de toutes les autres plantes. Les vignes qui pouvaient pousser ici ne seraient pas atteintes du mildiou car elles auraient la quantité d'antioxydants qui leur va bien pour ne pas avoir ce mildiou ou des oïdium ou des maladies fongiques. On découvre des façons dont le castor prend soin, suivant notre narration, mais il prend sûrement soin de façon plus subtile et plus importante de nous. Je serai le prochain disciple de Frère Hervé. Oh non, surtout de Frère Castor. De Frère Castor. Voilà. La nature sait ce qu'elle doit faire pour prospérer, se pérenniser. Les oiseaux semeurs de graines, les castors cultivateurs et irrigueurs de terre. Effectivement, ce parc nous inspire quand on sait l'observer et l'écouter. Mais qu'en est-il de nos hôtes ? Que pensent-ils de ce lieu ? Nosotros nos dominamos, decimos, el espacio sagrado y el sitio sagrado. Eso es lo que nos define. El nombre de acá se le llama parque, reserva. El parque nacionales o parques regionales o un parque, un reserva, un declarado, para nosotros es una búsqueda de la paz ambiental, búsqueda de la paz de la diversidad, la paz. Nosotros no particularizamos, es un integral, es un tejido, es una conexión, es un colectivo. No existe clasificación aparte pueblo indígena, no existe baldosa, existe simplemente
simplemente existe un círculo. Desde Pico Nevado, seguir bajando el círculo, rodea el agua, sigue círculo. Por eso no hablamos de particularidad, sino es una bloques, es un bloque integral, ¿sí? Creo que debe haber una historia, o sea, una historia. Y después del parque debe haber una pedagogía, o sea, una pedagogía para el uso y el manejo y aprovechamientos. Debe haber esa pedagogía. Y otro es el espacio público, y el espacio público tiene que tener un orden, un delímite, ¿sí? O sea, un delímite. Y la pedagogía nos lleva todo en orden del manejo de cuidado dentro en el espacio, dentro del parque. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la paz. También hay una paz animales, yo creo que a los alrededores de fincas, de privados, todos esos animales vienen a esconderse en esta montaña, o sea, en esta parcela, se vienen animales huyendo del peligro de los vecinos, de la finca del otro. Pourquoi nommer ce lieu parc? Pourquoi le cloisonner? Est-ce révélateur du rapport qu'a notre société avec la nature? Et la grande difficulté qu'il y a derrière tout ça, c'est pas de se dire c'est du passé qui nous concerne plus. Non, la vie, c'est pas du passé qui nous concerne plus. Et comprendre comment vit un territoire alors qu'on est en surdéveloppement et en surchauffe économique, c'est plutôt une question de survie. Oui, en fait, tous les signes sont là, mais on ne sait plus les lire, quoi. Tous les signes sont là, on ne sait plus les lire, on ne sait pas quoi en faire. Le gouverneur a rencontré le maire de Genève, il a tenu ce discours. Il dit c'est un vrai casse-tête. Mais si on ne fait pas ça, les nouvelles générations n'auront aucun espace où ils sauront comment était la nature. C'est un peu le film Le Soleil Vert, de science-fiction, où les gens mouraient, et quand ils mouraient, on leur passait un film de comment était la nature, avant qu'on ait tout transformé. Donc les Kogi disent, si jamais vous ne faites pas cet effort, même sur des petits espaces comme ça, ouais. Un enfant aujourd'hui, son monde, ce sera la destruction et Internet. C'est ça son monde futur. Et c'est ça sa normalité. Donc il n'y a plus de connexion avec la... Il n'y a même plus de connexion sur qu'est-ce que c'est la nature sauvage. Parce que là, on pourrait dire qu'il y a du vivant. Sauvage. Il n'y a plus d'espace. Oublier l'idée de parquer et peut-être faire de ce lieu un point de départ pour la recherche de paix, de diversité. Peut-être appeler ce lieu vivant école pour reconnecter les jeunes, les moins jeunes, les espèces qu'ils constituent. Après ce chemin parcouru ensemble, qu'en est-il pour nos élus? Il y a une idée qui m'a beaucoup marqué, que je retiens, c'est l'idée de faire de ce parc un lieu d'une écologie pratique, un lieu d'expérimentation, un lieu qui rayonne aussi au-delà même de la commune de Villeurbanne. Et je trouve que c'est plein d'espoir. On a vu les Kogi observer, discuter un petit peu, donner des grands principes, insister sur l'importance de l'histoire et du récit fondateur derrière ce lieu. La façon dont les Kogi fonctionnent, je suis persuadé que dans la nuit, ils ont commencé à en reparler, à en rediscuter entre eux, à comparer, confronter leurs impressions, à discuter de la bonne façon de donner des pistes. C'est le début d'un dialogue qui pourra s'établir entre les Kogi avec leur savoir ancestral, traditionnel, naturel et leur relation de proximité très conviviale, très intime avec le vivant, avec les plantes, avec les arbres et le savoir-faire à l'occidental des agronomes et des géographes. Voilà, cette projection nous invite à beaucoup de résonances, beaucoup de questions probablement.
Et c'est ce dont on va échanger avec Laetitia et puis aussi avec Gilbert et Béatrice et naturellement avec Marco. Alors, je crois que ça nous invite surtout peut-être à vraiment un autre regard sur ce qu'on appelle la nature. Ce que nous, on a occidentaux, on a mis comme un objet qu'on peut exploiter, surexploiter, détruire, vider de sa substance. Alors, moi, la première chose que j'ai envie de te poser comme question, Laetitia, qu'est-ce qui te touche dans cet épisode des Kogi à la Fessine? Ouais, il est très très touchant effectivement cet épisode encore, bravo. Ça fait écho à plein de choses et moi ce qui me fascine et m'inspire profondément, bien sûr, c'est leur reliance intime avec la terre-mère, avec la vie, cette espèce de sixième sens et leur capacité à capter l'énergie du vivant. C'est leur humilité, justement, cette absence de domination, le fait de se mettre au même niveau que chaque élément du vivant, ça c'est vraiment inspirant. Et puis, je dirais le troisième point, c'est le respect et la gratitude qu'ils ont envers la terre-mère. Ils sont dans cette recherche de paix environnementale, la traduction, alors ce mot, en tout cas d'unité avec la terre-mère. Et ça, c'est tout des notions qui me parlent beaucoup parce que nous, dans les sports outdoor, dans le ski alpinisme, on a la chance de pratiquer dans un environnement qui est sauvage, qui est pur, et ce lien à la montagne, il questionne. On parle souvent de terrain de jeu, et en fait, ça, moi, ça me heurte. Et là, justement, on s'interroge sur les mots et sur la signification des mots. Et ça, c'est un exemple, voilà, de terrain de jeu. Je pense qu'on ne devrait plus l'utiliser. On devrait peut-être repenser ce terme-là pour questionner en tout cas, ça questionne sur notre relation à la montagne et au vivant. Et pour le coup, le mot parc aussi, non? Il doit interpeller parce que dans les stations de ski, il y a des parcs aussi, non? Oui, complètement. En fait, moi, ça me fait penser, oui, un peu au parc, comment on dit, de jeu, au parc. Donc c'est aseptisé. Il y a plus ce lien, ce respect avec le vivant. Donc pourquoi on se détache comme ça de la montagne, du vivant, des lieux? Voilà, ça questionne. Et donc la question, c'est effectivement, quand on commence à changer de regard, qu'est-ce que ça donne, quoi? Parce que finalement, dans notre terminologie, il y a plein d'autres mots. On parle souvent des glaciers comme des châteaux d'eau. Tout à fait, Château, ça nous renvoie encore aussi à une idée de protection, de quelque chose qu'on doit isoler, quelque chose et puis ça touche au commun, évidemment, au bien commun. Alors je vais peut-être me tourner vers Marco, peut-être, pour savoir comment ça résonne chez toi, Marco, cette idée de parc. Qu'est-ce que ça t'inspire dans leurs propos et dans ce que tu essaies de mettre en œuvre? Oui, en effet, moi, la notion de parc, elle ramène à comment est-ce qu'on perçoit en fait le sauvage, la place qu'on lui laisse. Parce que souvent, même en agriculture, on peut penser que en fait, c'est sauvage, c'est la nature. Mais en réalité, on essaye en permanence, même en agricole, d'aller grappiller un maximum de place pour faire ce qu'on appelle de la production, justement, et donc d'optimiser les surfaces. Donc, en fait, on est toujours à essayer d'en prendre un maximum, et on oublie que c'est des grands mécanismes, des grands équilibres, et que s'il n'y a pas ça, en fait, le reste ne fonctionne pas. Donc, moi, il y a cette notion de parc, et puis j'aime beaucoup aussi le petit passage sur les castors. Moi, c'est les deux grands éléments qui me passionnent sur la ferme ici. Voilà, je ne sais pas si j'explique un petit peu ça. On va peut-être nous parler des castors. En plus, au parc de la Fessine, il y avait Hervé Covès qui était là, qui connaît bien ce sujet-là, qui racontait aussi comment l'ancien nom qu'il y avait au niveau en face sur la rive en face, non exactement, mais voilà, donc il y a un lien. Je crois que tu as un gros travail avec le castor. Voilà, et les deux sont très liés, c'est pour ça que j'en arrivais à ça. Nous, en effet, on est donc une ferme en montagne sèche, 1000 mètres d'altitude. Donc, en fait, on a de grosses problématiques d'eau depuis un bon moment, notamment avec le dérèglement climatique. Et donc, en fait, on s'est orienté sur pourquoi est-ce qu'il y avait un petit peu ces problématiques d'eau et qu'est-ce qui pouvait nous aider, quels étaient les grands mécanismes.
En fait, il faut savoir que, voilà, que ça soit en agricole, mais dans beaucoup de nos gestions d'eau, ça fait 50 ans qu'on fait tout pour évacuer l'eau systématiquement des écosystèmes. Quand il y a de l'eau sur les toits, on l'envoie dans des tuyaux directement dans les rivières, ça retourne à la mer. Pareil pour les routes, ça part dans les fossés. Et en agricole, pareil, pour grappiller un maximum d'espace, on parle de drainage et d'irrigation parce qu'on ne peut pas aller dans les endroits où c'est trop humide, donc on assèche les zones humides, on les draine pour pouvoir cultiver. Et puis par contre, quand on a besoin d'arroser, on va aller puiser dans les nappes pour en fait aller chercher de l'eau, alors qu'on empêche justement que celle-ci se reconstitue en évacuant l'eau. Donc au bout de 50 ans, ça a marché, on a asséché nos écosystèmes. Et nous, on a eu la chance aussi sur notre ferme d'avoir le retour de ces castors justement un jour. Et donc, nous, la ferme est 30 hectares à peu près. Donc voilà, là où les castors se sont installés, on les a laissés se développer en fait. On a voulu observer qu'est-ce qui se passait. Nous, ça fait quelques années qu'on essayait de mettre en place des retenues d'eau, de faire des mares, etc. Eux, en même pas 2 ans, ils nous ont immergé 2 mm², ils ont transformé la végétation vers un écosystème de plantes qui justement génèrent de l'humidité, des peupliers, des saules, des choses que nous, on essayait de faire depuis longtemps et qu'il a réussi à faire très très rapidement. Et en fait, il nous montre que la démarche en termes de gestion de l'eau, elle est complètement l'inverse de ce que l'on fait. C'est-à-dire que lui, au contraire, il essaye de ralentir l'eau, de la diffuser, de l'infiltrer. Voilà. Et du coup, c'est en laissant la place justement au castor qu'on a pu observer tout ça et que ça nous a inspiré, nous, pour essayer de le mettre en pratique sur le reste de la ferme, dans justement notre morcellement de parcelles. Aujourd'hui, on replante des haies, mais selon les cours de niveau, en imitant un petit peu ces ouvrages de castor. Et voilà, du coup, de laisser de la place à la nature qui, en fait, est la nature qui nous inspire pour qu'on puisse aller plus loin. Et de la même façon, en fait, si aujourd'hui le castor arrive à générer des zones humides, c'est probablement l'un de nos meilleurs alliés vis-à-vis du dérèglement climatique qui arrive demain. Sauf que s'il veut se réinstaller, il va reprendre les terres qui sont en bord de rivière, qui sont les terres les plus fertiles, qui sont en fait aussi les terres à qui on lui avait pris. C'est-à-dire que quand on a exterminé le castor, c'était aussi pour pouvoir cultiver à la place de là où il Alors était. pour le coup, comment les relations entre les castors et les humains autour de la ferme, comment ça se passe? Pour nous, ça se passe très bien. Alors, c'est aussi peut-être un peu plus simple dans la mesure où on fait pas d'arboriculture, on fait pas de vignes, on fait pas, en fait, d'arbres. Donc, ça nous impacte peu que le castor, justement, aille manger des arbres sur les ripisylves. Et puis, nous qui l'immerge des surfaces, bon, en effet, les voisins au début nous disaient, mais vous perdez un petit peu de surface de pâturage, ça va être plus compliqué, vous avez moins de place pour vos animaux. Bon, alors, 2000 m² sur 1000 hectares, c'est quand même dérisoire. Et puis, en fait, la parcelle, on a observé aussi que c'est une parcelle qui fait à peu près 5000 m². Les 3000 m² qui restent, vu qu'il y a une nappe phréatique qui remonte en dessous grâce à la réserve d'eau qu'ils sont en train de générer, en fait, la végétation est beaucoup plus fournie et beaucoup plus diversifiée. On a des légumineuses qui sont apparues. Enfin, il y a des plantes vraiment plus intéressantes, y compris pour le pâturage. Donc nous, en termes d'élevage, c'est l'idéal. C'est-à-dire que c'est là où avant on pouvait la pâturer une fois par an parce que c'était très sec. Maintenant, on pourrait y mettre les animaux 2 ou 3 fois par an facilement. Et c'est bien plus riche, ça dure bien plus longtemps. Enfin, la vie est revenue sur cette parcelle. Une fois qu'il y a des fleurs, il y a des papillons, il y a des oiseaux, on entend du bruit. Enfin, la vie revient littéralement. C'est assez extraordinaire, mais je crois qu'à chaque fois qu'on réintroduit des animaux dans des écosystèmes, et là je parle du contrôle de Béatrice et Gilbert, ça permet qu'un écosystème se mette à revivre, non, Marco? Mais complètement. En fait, on est sur le castor, on appelle ça littéralement une espèce parapluie. Donc une espèce où une fois qu'elle arrive, tout un tas d'autres espèces vont pouvoir venir parce qu'en fait, elle génère les conditions de vie pour ces autres animaux. Et en fait, on dit souvent que l'eau, c'est la vie. Donc évidemment, là où les castors sont les plus grands maîtres d'œuvre pour justement générer des milieux humides, évidemment, la vie
est lié à ça. Et donc, énormément de choses, de dynamiques qui se mettent en place. Et la biodiversité est très fortement stimulée. Nous, sur ces parcelles, en 3 ans, on a un peu plus de 35 espèces de libellules qui sont revenues, là où avant, il y en avait 0, parce qu'il n'y avait juste pas de zone humide. Et voilà, on observe principalement les libellules parce que c'est beaucoup plus simple en termes d'indicateurs pour se rendre compte de ce qu'il y a en termes de biodiversité, mais c'est assez spectaculaire, et sur les 35, il y en a 5 ou 6 qui sont sur liste rouge, donc des espèces qui sont menacées aujourd'hui. Ouais, donc c'est complètement systémique. Alors comment ça résonne, Gilbert et Béatrice, pour vous, déjà ce que vient de nous dire Marco, et puis peut-être plus généralement ce que vous avez vu sur le parc de la Fessine? Ça résonne énormément. C'est vrai que le parc de la Fessine est une initiative extrêmement intéressante parce que vous avez le parc de la Fessine et quelques dizaines de mètres plus loin, vous avez le parc de la Tête d'Or qui est l'exact opposé. Le parc de la Tête d'Or, c'est un parc aménagé avec des espèces exotiques mises en valeur. Et la Fessine, eh bien, Clément Dodane a eu une réplique qui était très intéressante. À un moment donné, on lui demande si le chêne qu'il montrait avait été planté. Il dit non, il a poussé tout seul. Et c'est vrai que dans cet espace, finalement, on laisse les dynamiques du vivant se réexprimer dans ce milieu urbain. Et le vivant, dès qu'on lui laisse un petit peu de place, dès qu'il a la possibilité et le temps de se développer, il est extrêmement résilient. Et donc, voilà, les espèces qui étaient là à l'origine reviennent petit à petit. Et elles reviennent pour notre plus grand bien-être. Parce que quand vous vous promenez dans le parc de la Fessine, vous faites vos petits joggings, les Lionel, et que vous voyez un castor, vous revenez, vous avez des étoiles dans les yeux et ça vous fait énormément de bien. Et par ailleurs, cette ripisylve qu'on laisse, cette forêt de bord de fleuve ou de rivière qu'on laisse repousser, elle joue un rôle extrêmement important. Les arbres, par leurs racines, vont filtrer l'eau, c'est une espèce de station d'épuration naturelle. Et donc l'eau du Rhône, qui est par ailleurs bien malmenée, elle retrouve une qualité, une pureté grâce à ce petit espace qu'on lui restitue. Et d'ailleurs, l'eau de Lyon est d'extrêmement bonne qualité parce qu'elle est puisée un petit peu en amont. Le long du Rhône, on a laissé un espace en dehors de la ville beaucoup plus grand, complètement préservé, avec une forêt alluviale qui s'est développée. Et cette forêt produit une eau d'extrêmement bonne qualité et la ville de Lyon n'a pratiquement pas besoin de traiter son eau, l'eau qui arrive au robinet. Ce qui fait que l'eau de Lyon est l'une des moins chères de France, puisqu'il n'y a pas de traitement à faire. Donc voilà, on est gagnant-gagnant de ce système. Oui, là j'entends, mais comment arriver à préserver un tel lieu avec toute la pression urbaine autour? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous, dans votre métier, vous parlez beaucoup de réensauvagement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est réensauvager un territoire? Le réensauvagement, c'est le retour de la nature d'elle-même et qui va reprendre des places qui ont été abandonnées. Et ça peut aller très loin, c'est de très grandes surfaces. Et cette notion de surface est très importante parce que quand on augmente la surface des zones protégées, on augmente la biodiversité. Donc plus c'est riche, plus ça s'enrichit. Alors, pour en revenir à la Fessine, moi j'habitais à 500 mètres de là. Et c'est un coin extraordinaire parce que en pleine ville, dans une des plus grandes villes de France, eh bien, on a réussi à remettre la vie, la fonctionnalité. Et on est vraiment étonné, Béatrice, de des exemples de fonctionnalité retrouvée. Et on a le castor est revenu pratiquement de lui-même. La loutre est revenue. Et on a pas mal d'espèces qui peuvent revenir. Il faudrait faire revenir maintenant les poissons migrateurs qui sont en lien avec la Méditerranée. Et c'est vraiment une belle école. C'est pas bien difficile. En fait, le réensauvagement, c'est finalement protéger un endroit pour lui permettre de retrouver l'intégralité de ses habitants non humains qui peuvent y exister et laisser les dynamiques du vivant s'exprimer. Il y a toute une série d'interconnexions entre ces êtres vivants. Nous en faisons partie.
Et, ce qui est important finalement, ce qui est urgent, c'est de ne rien faire dans ces endroits-là. Le parc de la Fessine, c'est pas une grande surface, donc on ne trouvera pas toutes les fonctionnalités parce que certaines espèces ont besoin d'espaces beaucoup plus vastes que celui du parc de la Fessine, et d'où l'importance d'ailleurs d'avoir par ailleurs des grands sanctuaires comme nos parcs nationaux, par exemple, qui font plusieurs dizaines de milliers d'hectares. À titre indicatif, le parc national des Écrins, qui est le plus grand en France, de 90 000 hectares. Voilà, et donc sur le parc des Écrins, vous allez pouvoir, au bout d'un temps qui est suffisamment long, si vous le laissez se recoloniser par toutes les espèces animales et végétales qui peuvent normalement s'y installer, vous allez retrouver petit à petit toutes les fonctionnalités de cet écosystème. Par contre, on parle de 50 hectares, je crois, pour le parc de la Fessine. Voilà, mais par contre, le parc de la Fessine est extrêmement important quand même, parce que un sanctuaire, même s'il fonctionne, s'il y a suffisamment d'espace pour qu'il retrouve toutes ses fonctionnalités, ça ne marchera en réalité que si tous ces sanctuaires sont connectés entre eux. Et des espaces comme la Fessine permettent justement des petits pas japonais dans lesquels les différentes espèces peuvent se déplacer et trouver un refuge ponctuel avant d'aller éventuellement plus loin. Mais tout ce travail de réensauvagement me rappelle un peu le travail que font les Kogis sur les terres que nous avons restituées, et nous avons eu une étude d'effet d'impact qui a révélé récemment justement à quel point la présence des Kogis, donc la pacification d'un territoire, on pourrait peut-être employer ce mot-là aussi, réensauvagement, pacification d'un territoire, les fonctions se remettent en place. Comment ces territoires que nous avons pu voir, en tout cas en Colombie, l'étude d'effet d'impact nous dit clairement la présence des Kogis a complètement pacifié le territoire et a permis que ces territoires se régénèrent, et donc notamment à ce que les écosystèmes se régénèrent. Alors, et Marco, est-ce que si tu es toujours dans le coin, Marco, pour toi, ça, justement, faire le lien avec les peuples autochtones, en quoi ça t'inspire pour toi? Moi, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a la chance de côtoyer Eric. Et en fait, il y a plein de petits messages qu'il nous a glissés au fur et à mesure du cheminement, où du coup, ça nous inspire. Par exemple, il m'a souvent parlé des espaces sacrés, qui étaient très présents chez les Kogis. C'est quelque chose de dur à définir, et je pense que j'ai pas encore réussi à tout cerner. Mais pour moi, ces espaces, justement, où le sauvage est en train de se déployer, où il y a une dynamique qui se met en place, pour moi, ça ferait sûrement partie des espaces sacrés qui peuvent définir un endroit où, en fait, justement, la nature nous enseigne. Il y a un retour de la vie, donc c'est très précieux. Et souvent, ça fait un peu des tâches, c'est-à-dire que de cet endroit, en effet, ça va se disséminer, ça va emprunter des corridors pour aller dans d'autres endroits et se propager de plus en plus. Donc, c'est vraiment des endroits qui sont très, très précieux. Voilà, donc je pense que le parc de la Fessine, par exemple, en effet, en fait partie, surtout dans les endroits où, justement, il n'y a plus beaucoup de sauvages. Voilà, un autre petit message que souvent il nous ramène, par exemple, il m'a dit une fois, chez les Kogis, on dit « si c'est là, c'est juste ». Voilà, donc si une plante, si un animal est là, c'est juste. Donc aujourd'hui, nous, on a cette grande notion des espèces invasives. On a des notions de compétition, des fois, avec le sauvage. Par exemple, on a souvent le dégât du sanglier dans les cultures. Voilà, le sanglier, il est là pour stimuler, mine de rien, la production des vers de terre, parce que quand il en mange un, il retourne une touffe d'herbe, et l'herbe en décomposition, c'est là que les vers de terre vont se reproduire. Il aère les sols, il brasse la banque de semences, donc il va permettre justement à ce que des petits arbres sauvages, tels que le chêne qu'on a vu ou autres, puissent émerger et prendre leur place. En fait, va germer ce qui est à sa place aujourd'hui, justement, en fonction du climat qui est en train de changer. Voilà, donc le castor, s'il est là, oui, même s'il nous inonde des terres, en fait, c'est juste. Et nous, on va plus loin. Sur la ferme, on est une ferme d'élevage, on a eu des gros problèmes avec le loup. Alors, on avait même demandé justement aux mamous là-bas d'essayer de régler le problème. Ils avaient parlé avec l'esprit du loup. Mais en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que si le loup, il est là, c'est juste. On a vu l'exemple du parc du Yellowstone, où quand ils l'ont supprimé, en fait, les écosystèmes ont commencé à complètement péricliter.
Et en fait, aujourd'hui, nous, quand on s'intéresse justement au cycle de l'eau, on se rend compte que on a aujourd'hui des forêts de pins un petit peu partout, parce que on a rasé les belles forêts de feuillus, donc notamment sur les périodes d'après-guerre, sur l'industrialisation. Euh, et en fait, les forêts de pins sont les forêts pionnières qui arrivent pour justement stabiliser les sols, recréer un peu de matière organique et permettre ensuite à des feuillus d'émerger à l'intérieur. Et petit à petit, il y aura une transition qui fait qu'une forêt de feuillus va revenir. Ce qui se passe, c'est aussi qu'on a détruit les grands prédateurs et que, mine de rien, les herbivores, donc aujourd'hui on a des grandes populations de cerfs, de chevreuils, etc. Ces animaux, ils ont tendance à venir manger les petits bourgeons de ces feuillus qui émergent. Et s'il n'y a pas un prédateur qui vient les faire bouger de temps en temps, et du coup, ces arbres vont pas réussir à émerger et à prendre la place de ces pins. Donc aujourd'hui, on a besoin de ces forêts de feuillus pour avoir des forêts qui génèrent de l'humidité. Donc en fait, le loup, encore une fois, est presque notre allié pour nous aider à ce que ces forêts aillent d'un point A à un point B. Et voilà, donc il y a ces notions d'équilibre, évidemment. Mais voilà, en fait, si quelque chose est là, réellement, c'est à sa place. Excuse-moi. On va revenir avec Marco dans quelques instants, on va essayer de rétablir une meilleure communication. Ce que je disais juste, c'est que la permaculture, quand on fait de la permaculture, la première chose qu'on fait, c'est voir ce qui est sur un territoire précisément. C'est exactement ce à quoi les Kogi nous invitent. C'est également ce à quoi, et pour revenir un petit peu sur le mot que Marco a employé plusieurs fois, la notion du sacré, qui nous réinterpelle là encore sur le mot juste qu'on emploie. On emploie le mot sacré chez nous, il a une connotation spirituelle, religieuse, alors que chez les Kogi, probablement, elle est extrêmement différente. Mais je ne vais pas vous faire plus attendre parce que je crois qu'on a envie de vous proposer autre chose maintenant, c'est quand même d'aller voir concrètement ce qui se passe sur la ferme de Montlahuc. Et donc, en quelques images, si c'est possible d'envoyer un petit film pour présenter la ferme de Montlahuc. Non, c'est vrai que je trouve ça un peu presque prétentieux, je dirais, comme début de phrase, mais je dirais qu'on essaye d'être une ferme de demain dans le sens où on essaye d'avoir une réflexion sur le très long terme. On est là pour prendre soin d'un écosystème. On n'est pas là pour plier l'écosystème à créer des productions, les productions qui vont rapporter le plus de sous. On est vraiment là pour s'adapter, écouter ce qui se passe justement sur notre territoire et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il veut bien nous offrir en fait. Il y a aussi ce truc où on est la ferme du monde de demain, mais peut-être un peu d'avant-hier, où on recrée quelque chose de collectif, où on n'a plus envie de ces fermes où les gens sont deux à gérer 500 hectares ou 1000 hectares cultivables, j'entends. Parce qu'on ne reste pas bloqué dans des schémas qui nous ont été transmis, quoi. Parce qu'on essaye d'innover, parce qu'on innove, parce qu'on essaye de s'adapter au monde de demain. C'est la ferme de demain, c'est une ferme qu'on a envie de vivre encore demain. Nichée à la limite du Vercors et des Baronnies, la ferme de l'EPNS, aussi appelée GAEC de Montlahuc, est une ferme qui essaie de faire différemment. Ferme d'aujourd'hui et de demain. La petite équipe qui l'a fait vivre est riche d'une transmission de ses anciens, mais aussi de ses ambitions de néo-ruraux. Je me suis plongé quelques jours avec ces aventuriers du quotidien. Comment faire différemment sans perdre ses racines, sa culture, son savoir-faire, tout en faisant corps avec le territoire. C'est ce que nous allons découvrir. Dès mon arrivée, une chose m'a frappé. Ici, le lien avec les animaux est primordial. Alors, merci pour ce film. Je voudrais faire réagir Laetitia. Laetitia, qu'est-ce qui t'a frappé dans ce que tu viens d'entendre, de voir, de découvrir? Moi, j'essaie toujours
de faire un petit peu le parallèle avec mon monde de la montagne et des sports outdoor. Et ce que je trouve remarquable là, dans la ferme de demain, bah, c'est déjà ce qu'ils cherchent à s'adapter et ne pas imposer au territoire, ne rien imposer, mais plutôt coopérer. Et puis c'est ce lien entre eux, ce lien avec les animaux qui est très très fort, et avec les lieux. Dans la vidéo, il est dit faire corps avec le territoire. Et moi, ça me fait vraiment penser à une réconciliation avec le vivant, et à une coopération. Et c'est vraiment les questionnements que je me pose dans la pratique des sports outdoor et puis en montagne, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a eu une explosion de la pratique au moment du Covid, et que malheureusement c'est une pratique qui se fait plutôt sous forme de consommation, qui est plutôt liée un peu à l'effet réseaux sociaux aujourd'hui, qui est dans une recherche souvent de performance, ou un petit peu dans cet état d'esprit du toujours plus, du m'as-tu vu. Donc aujourd'hui, on a une société qui est ultra connectée, et dans les sports outdoor, tout ça, on est ultra connecté avec nos montres, avec nos smartphones, avec tout ça. Et puis finalement, ce que je constate moi, ce qui est un petit peu effrayant, c'est qu'il y a une déconnexion parallèlement avec le vivant et avec les lieux. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Moi, ça me questionne de cette pression finalement qui, avec l'augmentation de la pratique du ski de randonnée, par exemple, il y a une pression énorme sur la faune sauvage, et puis sur le territoire. Il y a un peu on court en montagne, et puis on est vraiment immergé dans ces lieux qui sont magiques, et dans cet environnement. Et pourtant, il y a une absence de considération, je trouve, du vivant. Et puis, il y a une espèce de domination. On arrive là au milieu sans vraiment savoir que il y a de la vie partout autour de nous, et qu'on s'invite un petit peu chez eux, plutôt, je dirais, chez ceux toute la vie qui est là et qui vit là. Donc voilà, c'est vrai que voilà, ça donne de l'espoir, parce que je me dis que eux, dans le monde de l'agriculture, ben voilà, ils ont réussi à se réconcilier et à coopérer. Et je me dis qu'est-ce que ça donnerait aussi dans le monde du sport et des sports outdoor, si on arrivait à s'inspirer de cette des Kogi aussi, comme ils ont réussi à le faire dans la ferme de demain. Et je repensais par rapport justement à cette idée de pratique dans la montagne. Est-ce que tu crois, avec notre point de vue à nous, blancs, finalement, qui n'a pas beaucoup de conscience, est-ce qu'on peut, même très compartimenté dans la pensée, est-ce que tu crois qu'on va arriver à sortir de là? Est-ce que tu vois des signes qui bougent vraiment en dehors de gens comme toi, formidables? Est-ce que tu vois ça dans la montagne? Oui, en tout cas, oui, c'est sûr que je suis pas la seule. Et ce qui est très positif, c'est que moi, de mon expérience, par exemple, quand j'étais dans la compétition, j'étais vraiment dans le haut niveau, j'étais concentrée sur la performance, et puis je l'ai été moi-même un petit peu dans cette dynamique-là. J'avais pas le temps, je mettais mon énergie sur la performance, et j'arrivais pas à la porter sur toute la vie qui y avait autour de moi, et sur la chance que j'avais d'être. J'ai toujours eu conscience de cette chance, et je pense que je l'ai toujours eu au fond de moi, ce lien au vivant. Mais là, c'était enfoui, quoi. Je mettais mon énergie ailleurs, et finalement, il y a eu vraiment un changement. Il y a eu quand même une évolution dans ma pratique, dans ce lien au vivant. Donc, je me dis que c'est quelque part au fond de nous, que c'est des mémoires qu'on peut réveiller, qu'on peut réactiver, réanimer, et que tout le monde a en soi. Donc, il y a plein de pratiquants qui sont reliés à la montagne, heureusement, et puis il y a aussi une grande partie qui l'est pas, quoi. Et voilà, et ça, c'est un petit peu triste, ouais. Mais pour le coup, Gilbert, Béatrice, comment ça résonne pour vous, ce que vous avez entendu sur le travail de Marco à la ferme, Marco et de l'équipe GAEC? Ça résonne beaucoup. D'abord, ça me fait beaucoup penser aux pratiques des Kogi aussi.
Donc, nous avons eu la chance d'être invités en Colombie dans plusieurs de leurs villages et ils pratiquent ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est-à-dire que autour de leur maison, dans leur territoire, ils plantent des arbres comestibles et ils utilisent tous les étages de la végétation, exactement comme le vivant le fait dans un milieu naturel. C'est-à-dire que vous avez des haricots à rames, par exemple, qui montent en liane autour des troncs des arbres. Les cacao, les arbres à cacao, les cacaoyers poussent sous la forêt dans laquelle ils ne prélèvent que ce dont ils ont besoin. Près de la maison, c'est un petit peu plus défriché et ils vont cultiver des plantes qui ont besoin d'un petit peu plus de lumière. Et tout ça en respectant le sol, exactement comme dans la ferme de Marco. Et donc en laissant finalement les dynamiques du vivant s'exprimer, mais en les utilisant pour se nourrir. Et ça, c'est l'agriculture de demain. C'est l'agriculture de demain. C'est celle qu'il faut retrouver. C'était la paysannerie d'autrefois. Il faut retrouver cette agriculture. Et nous, quand on dit il faut permettre le réensauvagement, eh bien, c'est pas pour dire il faut réensauvager tout le territoire. On a besoin d'espace aussi pour se nourrir. Et évidemment, si vous protégez un endroit, mais qu'à côté, vous le détruisez complètement par des pratiques polluantes, la protection n'a plus de sens. Elle n'a de sens que quand elle est accompagnée à côté par des pratiques respectueuses de l'environnement, comme la ferme de Marco, comme l'agroforesterie des Kogi. Et plus un territoire est intact, plus il va être résilient en cas de catastrophe naturelle. C'est-à-dire que vous avez une tempête, vous avez un incendie, vous avez une invasion par des parasites. Si vous gardez une biodiversité très importante, aussi bien au niveau des cultures que des espaces naturels, eh bien vous aurez toujours quelque part, la nature va reprendre ses droits et vous aurez une résilience et ça va redémarrer. Alors que si vous avez une monoculture, ce que les gens appellent une forêt mais qui n'en est pas une, qui sont en fait des plantations d'arbres, là, vous avez une épidémie, tout va dépérir. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez comme ça une biodiversité qui est extrêmement variée. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, et en même temps, on a des retours assez extraordinaires. C'est-à-dire que quand vous laissez la vie sauvage s'épanouir, eh bien, elle va protéger les parties qui ont été traitées pour faire de l'agriculture. Alors, on a un exemple. Dans le sud de la France, il y a des troupeaux de bisons qui sont dans des grands parcs. Et ces bisons, on nous avait montré qu'avec leurs excréments, ils permettent de reconstituer le sol. Parce que chaque fois qu'il faut une bouse, elle va tomber avec. C'est comme un petit pot de fleurs. Il y a la graine qui est là, il y a l'engrais qui est tout autour. Et donc, ce petit kit va se mettre à fonctionner. Et donc, les Indiens Kogi nous ont montré des endroits où, quand on leur a restitué ces terres, on voyait la roche, donc c'était décharné, c'était terrible. Et là, petit à petit, les sols se reforment. On a différents niveaux, herbacées, arbustifs, et puis on arrive à arborescent. Donc tout ça se remet en place. C'est toujours extraordinaire d'être conscient des capacités de résilience de la nature. C'est vraiment la grande leçon, elle est là. La grande leçon, elle est là. C'est-à-dire que quand vous avez des territoires qui ont été malmenés, il est urgent de ne rien faire et de laisser faire et observer. Mais il est urgent de ne rien faire, et quand on dit, pourtant les Kogi nous disent, et ça reste un peu assez mystérieux pour nous, c'est qu'eux font un travail spirituel en dehors de ce rien faire. Ils font un travail spirituel qui, pour nous, est difficile à évaluer, puisqu'on n'est pas Kogi, et on n'a pas l'attention qu'ils en ont, évidemment. Marco, qu'est-ce que, maintenant que tu es revenu, est-ce que tu m'entends cette fois? Est-ce que ça va mieux?
Super. Et justement, alors, Oui. toi, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, Oui, ça va justement mieux. par rapport à ce laisser-faire et par rapport à finalement cette recréation de liens que tu fais en permanence sur le territoire, plutôt que de la rationalisation, plutôt que comme tu disais, du tableau Excel, toi, tu es sur le terrain et tu vois ces interactions et ces liens. Tu peux nous en redire quelque chose? Oui, complètement. Nous, on a en fait non seulement cette aspiration à laisser faire, mais on a quand même la contrainte justement de devoir fournir de la nourriture, essayer de préserver tout ce qui est cycle de l'eau. Il y a quand même le côté se chauffer, etc. Enfin, l'agricole, c'est très multiple, très varié en termes de services qu'on demande aux agriculteurs. Et du coup, on a une obligation de justement trouver un peu une nouvelle voie. C'est pour ça que nous, ce message de la voie très connectée au vivant, en s'inspirant ou en tirant des conclusions, on va dire, du deuxième monde, notre monde qui, un petit peu industrialisé, économique, pour essayer de trouver un nouveau chemin. Il nous force à justement à en revenir à la base de la systémique où il y a donc des fonctions, des éléments, et qu'est-ce qui fait que tout ça fonctionne? C'est le lien. Et ça, on le retrouve à tous les niveaux, tous les niveaux du système. Et donc nous, c'est quelque chose qui nous a été inspiré justement de comment fonctionnent les Kogi en termes d'équipe humaine. Eric, au début, c'était surtout ça qui nous ramenait, le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, par exemple, chez eux, que tous le même pouvoir de parole, de décision, quelque chose de très très horizontal. Un équilibre aussi entre tous. Nous, c'est autant de choses qu'on essaye de calquer à tous les niveaux de la ferme. Donc, sur la gouvernance, nous, comment on fonctionne entre nous, mais évidemment aussi en termes d'atelier, il n'y a pas un atelier qui est plus important qu'un autre. Aujourd'hui, nous, par exemple, c'était historiquement une ferme qui était liée à l'élevage de brebis. C'est ce qui a toujours fait fonctionner la ferme. Nous, pour que les écosystèmes ne soient pas trop perturbés justement par un mono-élevage comme c'était le cas pendant 30 ans, en termes de déprise de végétation, de déséquilibre parasitaire, on a rééquilibré et mis différents troupeaux. Aujourd'hui, on a des vaches, du coup, des chevaux, des chèvres, on a des abeilles, enfin, on fait plein de petites productions et c'est ce qui permet à l'écosystème de retrouver un équilibre. Et donc tous ces ateliers sont liés. Il faut que les productions, on ait aussi un débouché derrière. Il faut que les personnes soient passionnées pour s'en occuper. Il faut, systématiquement essayer de trouver du lien entre les ateliers, entre les personnes qui composent ces ateliers, entre nous et puis les gens qui vont venir consommer ou profiter et vivre dans l'écosystème auquel on prend soin. Tout est lié. En fait, il y a absolument rien qu'on peut considérer de façon séparée. Donc nous, le lien, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, et notamment le feedback, le retour. C'est-à-dire que on fait un lien, mais l'info, elle va dans un sens, mais il faut absolument qu'elle revienne dans l'autre sens. Et plus il y aura d'aller-retour, plus en fait on pourra aller loin dans les choses. Pour le coup, quand on parle de lien, moi je viens du milieu de la musique. Quand on joue deux notes l'une à côté de l'autre, elles n'ont aucun sens si on met pas de l'invisible quelque part, si on n'habite pas ce qui va mettre entre les deux. Finalement, c'est ça dont tu parles. Finalement, le lien, c'est des interactions d'une chose à une autre, mais elles ne sont pas forcément visibles. Ah non, bien sûr, et même les 3/4 du temps, elles sont invisibles, justement. C'est ça qui rend les choses aussi jolies et magiques. Et nous, on est vraiment dans, par exemple, le lien de notre système, de plantes, de notre écosystème, il est hyper important. Aujourd'hui, donc je vous disais, on a cette obligation évidemment de quand même fournir de la nourriture, enfin c'est le rôle de l'agriculture, mais il y a la façon de voir les choses, de la notion de vision, de quel mot on met derrière les choses. Nous, le lien au vivant, il nous a vraiment fait comprendre qu'aujourd'hui, tout fonctionnait si justement il y a un lien qui est là. C'est-à-dire que quand l'écosystème est diversifié, en effet, qu'il y a les équilibres qui sont recréés entre tout, que la résilience est là,
En fait, nous, on a de moins en moins de choses à faire. Aujourd'hui, l'agriculture, elle en est rendue à un stade où, ben oui, on est obligé de mettre des intrants, on est obligé de contrôler des ravageurs ou des adventices, comme ils disent. On considère que des espèces sont nuisibles ou font des dégâts. En fait, c'est juste qu'on a déséquilibré les choses et tout ce qu'on déséquilibre, on est obligé de le gérer derrière. À chaque fois qu'on supprime une espèce, on va devoir faire le boulot à sa place. Donc en fait, tous ces petits liens qu'il y a dans les écosystèmes, c'est ce qui fait que ça fonctionne tout seul et qu'on diminue du coup nous la charge de travail, donc le temps de travail, les sous qu'on met pour acheter du coup tous ces produits et même pour voilà le gasoil, le temps qu'on y passe. Enfin voilà, c'est retrouver à une cohérence. En fait, la nature, elle fonctionne très bien et que si juste on en prend soin, on aura juste à profiter de l'abondance qu'elle nous offre plutôt que d'essayer de plier justement nos écosystèmes à la production qu'on veut parce que c'est ce qui est le plus rentable aujourd'hui ou autre et du coup de complètement oublier qu'il y a un vivant qui gère tout ça. Oui, j'entends beaucoup parler, tu parles beaucoup de la nature, mais on pourrait transposer ça sur la relation entre les humains, non? Ah ben bien sûr. Et en fait, là, c'est aussi quelque chose qui nous, aujourd'hui, nous fait énormément regarder comment fonctionne l'écologie. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on intervient énormément à propos du castor, donc on essaye d'expliquer que cet animal, en fait, c'est vraiment notre allié, qu'il faut changer de regard sur lui. Et donc, en fait, on parle aujourd'hui beaucoup de bio-inspiration. Donc, en fait, on va regarder des animaux qui nous montrent comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait faire comme eux. Mais si on extrapole un petit peu et qu'on arrête d'oublier que l'homme est un animal, en fait, on a encore des humains qui vivent dans leurs écosystèmes et qui sont capables d'en prendre soin, d'en faire partie, de les aggrader plutôt que de dégrader la biodiversité qui la compose. Et justement, beaucoup des peuples racines, des peuples autochtones qui sont encore présents sur la planète, et ben c'est exactement ça. Donc l'écologie, pour moi, c'est principalement ça le message qu'aujourd'hui on essaye d'aller dialoguer, prendre, discuter avec eux. C'est voilà comment est-ce que en fait ils peuvent nous inspirer pour repenser notre façon d'être à nos écosystèmes. Alors j'ai entendu parler tu as parlé de restaurer un territoire, enfin de restaurer une relation plutôt que la compenser, en disant on supprime donc on va prendre autre chose. Qu'en pensent nos naturalistes, Gilbert, Béatrice, par rapport à ça justement? Ça fait partie de votre travail, je crois. Il a tout à fait raison. Et moi, je dirais que l'étape suivante, de la même façon qu'on essaie de renaturer les villes en remettant des petits espaces qu'on laisse en libre évolution, moi, je crois que l'avenir, c'est il faut ramener l'agriculture dans les villes et faire des vrais circuits courts. Et en même temps, recréer du lien entre les agriculteurs et les citadins. Et ça ferait peut-être moins de manifestations, ça ferait peut-être... on recréerait du lien, justement, non seulement entre les animaux, les végétaux et les humains, mais aussi entre les humains entre eux. Je me rappelle, Gilbert, je vais tenir la parole, Gilbert, de toute façon, mais rebondir sur ce que tu disais à la fin du film Kogi, Ensemble pour soigner la Terre, où tu dis on est devenu tellement intelligent qu'on n'y comprend plus rien. Moi, c'est une phrase qui m'a vraiment beaucoup marqué, mais finalement, c'est pas justement retrouver une certaine intelligence, Gilbert, cette intelligence du lien, cette intelligence du sensible. Oui, on a des exemples magnifiques. Le cas du barrage construit sur une rivière qui a tout bloqué, ça fonctionne. On l'enlève, et à ce moment-là, les poissons migrateurs reviennent, il y a du sable qui se met en place, le biotope naturel revient. C'est merveilleux, parce que ça enseigne à l'homme la modestie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on ne gère pas la nature à coup de bulldozer, de pelle mécanique. On le fait quand on dit il y a urgence de ne rien faire, c'est une formule, bien entendu. Et dans le monde agricole, il faut bien que nous fassions des choses, parce qu'on produit de la nourriture. Mais il y a de le faire avec la modestie, l'humilité. Et on se rend compte que quand on laisse grande part au fonctionnement de la nature, eh bien ça, on s'y retrouve dans la production. Et puis, on a des surprises. Moi,
le monde des surprises est là, avec la nature. Que ce soit dans le monde agricole, que ce soit dans le monde de la nature sauvage. On a des surprises qui nous attendent. Évidemment, on va rejoindre Edgar Morin qui justement prêche l'incertitude en disant acceptons l'incertitude, acceptons le surgissement de la surprise, de l'inattendu, qu'on retrouve dans la physique avec Philippe Guimand aussi, etc. J'avais une dernière question peut-être pour Marco, parce que je vois l'heure qui tourne. Une dernière question. Je crois que tu dis souvent que tu es devenu le territoire de Montlahuc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu es une partie intégrante, ça veut dire quoi? Ça m'a intrigué cette expression. En fait, cette ferme, j'ai eu la chance de cheminer avec l'un des 3 associés d'avant. Donc c'est un GAEC, on est plusieurs associés. Aujourd'hui on est 6, avant ils étaient 3. Et en fait, moi j'ai repris une personne qui s'appelle Thierry Geffray, voilà, qui est très impliqué, qui était très impliqué sur le territoire. Il a notamment fondé ce qu'on appelle la Bio-Vallée. Allez voir, c'est un beau projet de territoire sur la vallée de la Drôme qui rassemble différentes communautés de communes pour justement aller vers un territoire qui va plus dans l'innovation, vers les alternatives écologiques, sociales, etc. Mais voilà, du coup, quand je suis arrivé sur la ferme, il m'a dit tu viens habiter ici, il va te falloir 10 ans pour être habité par ce territoire. Voilà, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que c'était que cette phrase, mais voilà, c'est vraiment le fait de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. C'est-à-dire que quand on regarde un paysage, les 3/4 du temps, à première vue, on ne comprend pas ce qui s'y passe. Il faut le vivre au fil des saisons, au fil des années, pour savoir les expositions, les écoulements d'eau, pour connaître ne serait-ce que le passage de biodiversité, où est-ce que va se poser la buse pour qu'elle aille manger les rongeurs qui vont être au sol, où vont passer les sangliers, etc. Et ça peut paraître des choses anecdotiques, mais en réalité, qu'est-ce qui fait que on a moins de dégâts, par exemple, dans nos parcelles à cause des petits rongeurs? C'est justement d'avoir une buse qui va venir manger ces rongeurs. Et cette buse, elle va se poser sur l'arbre mort qui est à l'angle du champ. Donc nous, on arrive en première fois sur le territoire. Imaginons, on a besoin de bois sec pour se chauffer. On va aller directement couper l'arbre mort pour pouvoir se chauffer directement, sans prendre conscience qu'en fait, on supprime le perchoir de la buse. Voilà. Une fois qu'on y a passé quelques années, en fait, on comprend que, ah oui, tel arbre mort, il est important, tel bosquet, telle haie, elle est fondamentale dans mon écosystème. Voilà. Et du coup, au fil du temps, à force de connaître le territoire, on en devient amoureux et en fait, on en découvre tous les jours. C'est ça qui est aussi le plus fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on a fait le tour et puis qu'on se dit, ça y est, je le connais, c'est moi maintenant. Non, en fait, c'est un cheminement, les choses, elles évoluent. Et voilà, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est souvent quand on demande aux pays de se présenter dans les conférences ou autres, où en fait, ils parlent pas d'eux. Systématiquement, ils vont nous parler de leur territoire, de justement la montagne sacrée qui est là, les espaces, où est-ce que c'est délimité, etc. Et en fait, des fois, on a l'impression que l'individu, il est complètement oublié. Mais je pense que, en effet, c'est une notion clé de à quoi sert un animal ou une espèce sur la planète si elle n'est pas là pour prendre soin du petit endroit où elle vit, pour qu'en fait ses descendants puissent vivre aussi demain. Voilà, quand on a un moineau ou un oiseau qui va aller manger un fruit, en fait il va ressemer une graine un petit peu plus loin pour qu'il y ait plus de fruitiers et puis que ses enfants puissent aussi manger derrière. Pour toutes les espèces, c'est un peu comme ça que ça marche. Même pour le loup, quand en fait il permet que des feuillus émergent, les feuillus donnent plus de nourriture aux herbivores, il y aura plus de feuillus, donc plus d'herbivores, donc en fait il pourra faire plus de petits aussi. Voilà, ça fonctionne comme ça dans la nature. C'est magnifique, merci d'être d'incarner un territoire à toi tout seul. Frédéric, il va bientôt être temps de se quitter. Et ouais, en fait, je suis désolé, je joue le mauvais rôle, mais on est six, quand on parle sur ces sujets, on a envie d'y rester pendant des heures. Juste pour donner la parole à notre grand témoin, Laetitia,
qui nous a sagement écoutés. Et voilà, que tu nous dises, toi, avec ton regard extérieur et puis ton lien avec la montagne, si tu avais un mot de conclusion à dire, quel serait-il? Eh bien, d'abord, ce serait merci au Kogi, parce que c'est avant tout beaucoup d'espoir, moi, qui ressort. Ça me donne l'envie de continuer dans cette direction, d'aller encore plus loin dans cette reliance au vivant, parce que ça donne du sens à nos vies, je pense, en tout cas à ma vie et à nos actions. Et Marco, à travers son expérience, ça nous montre que c'est possible, qu'on peut s'inspirer des Kogi et qu'on peut le mettre en application aujourd'hui dans notre société. Et le domaine du sport, le domaine du ski de randonnée, des sports outdoor, il paraît vraiment éloigné de l'agriculture. Mais justement, ça montre, je pense moi en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on peut les appliquer partout, ces concepts que les Kogi nous partagent, parce qu'ils sont basés tout simplement sur... moi, ce que j'aime bien me rappeler, c'est que leur deux missions, c'est vivre en paix. Et là, c'est pareil, c'est la paix. Moi, le transfert dans la montagne, c'est la paix environnementale. Ce qu'on disait, c'est essayer de faire unité avec le vivant. Et puis leur deuxième mission, c'est prendre soin de la terre. Et là, c'est pareil. Je pense que c'est urgent, qu'on a le devoir de prendre soin de nos glaciers, de nos montagnes, du vivant d'une manière générale, parce qu'on a bien compris que, en fait, tout fonctionnait ensemble, et que finalement cette réconciliation et cette coopération, elle était complètement bénéfique et positive. Donc, ça donne vraiment envie de repenser les choses et en tout cas, juste de se poser ces questions et de s'ouvrir à un nouveau regard. Hein, c'est un peu l'idée. C'est tellement riche parce qu'on n'est plus capable aujourd'hui, j'ai l'impression, d'imaginer des choses différentes parce qu'on est trop formaté. Et du coup, ça nous permet de réouvrir plein d'horizons, et c'est plein d'espoir. Et je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place dans le monde du sport et de la montagne. Donc, merci. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup pour tes apports. On vous avait promis de prendre quelques questions. Il y avait Mickaël en régie qui avait cette Me revoilà. Et du coup, tu as que très peu de temps. On va peut-être en prendre une ou deux maximum et on fera venir en fonction des questions qui peut répondre. Qu'est-ce que tu avais sélectionné ? C'est ça, exactement. Donc, j'ai déjà dit en chat que les autres, on répondra par mail parce qu'on a eu plusieurs et là, on n'a pas trop le temps pour les autres. Il y a une question justement qui était en lien avec ce que Laetitia disait. En montagne, comment combiner un impératif économique et les impératifs de protection de la nature dans une tendance notamment de baisse d'enneigement? Je ne sais pas si Laetitia, j'imagine que c'est un sujet où tu es directement impacté. Est-ce que tu as une réponse à ça, ou alors est-ce que tu es encore en train de cheminer pour ça? Alors, là, c'est la question plus précise on parle des remontées, de la pratique par rapport au ski plutôt alpin et de cette pratique-là, ou je pense, ouais, c'est pas spécifié, mais je pense que c'est plus en lien avec ça, effectivement, au niveau il parle aussi du bassin d'emploi et des activités économiques autour des domaines de l'hiver. Eh oui. C'est le questionnement qu'on se pose tous. Je pense c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, le sujet en tout cas des webinaires Back to Life, c'est qu'il faut essayer d'imaginer autre chose, qu'il faut essayer d'imaginer peut-être des activités différentes. Et il y a plein de choses à faire. Le vivant, il nous ouvre, il est magique, et il nous propose tellement de choses à faire qui nécessitent pas forcément toujours plus au niveau des stations, toujours plus au niveau des remontées mécaniques et tout ça. Je suis sûre qu'il y a des choses à imaginer qui seront plus respectueuses du vivant et qui seront plus respectueuses des montagnes. Mais il faut s'ouvrir à ça, et il faut essayer au moins essayer d'imaginer des choses différentes, et pas seulement se limiter à ce qu'on sait faire et à l'économie du ski alpin. Il y a plein de choses à faire, j'en suis persuadée, et il faut se laisser
imaginer autre chose. Sur cette question économique, j'ai bien envie de ramener Marco, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais Marco aussi est sous contrainte économique, parce qu'il a eu plein de mots magnifiques sur le vivant, mais il est aussi sous contrainte économique. Et Marco, j'espère que ça va marcher le son, il y a un mot que tu n'as pas employé, mais quand on vient te visiter, tu parles d'abondance, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait les choses dans le bon sens, on a même de l'abondance, et tu es dans le milieu économique et tu dois atteindre un équilibre économique. Comment tu le vis, toi, cet aspect-là? Je te laisse la main, Fred. Oui. On va afficher tout le monde et faire le final ensemble. Déjà pour remercier tous les participants. Marco, on a été sur un fil tout le long, on a réussi à entendre quand même beaucoup de ses apports, et un immense merci de partager ce que tu fais sur le terrain. Merci Laetitia pour ton regard, et puis peut-être faire un petit point de focus sur Béatrice et Gilbert, et redire qu'il y a un livre, des livres sur notamment Réensauvager l'Europe. Béatrice, je te laisse dire une association aussi dans laquelle vous vouliez en parler. Oui, Forêt Sauvage, on en a un petit peu parlé au début. Donc, c'est une association qui a pour objectif. Alors, je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais en fait, c'est une association dont l'histoire a commencé comme un conte. Il était une fois un couple d'aigles beauté qui avait fait un nid sur un vieux hêtre dans un coin perdu au milieu de la France. Et l'aigle beauté, c'est un rapace qui est très rare, qui est très petit, mais qui fait un très grand nid, qui fait à peu près plus de diamètre, et donc il faut des arbres bien costauds pour pouvoir les supporter. Et un jour, le propriétaire du terrain est venu, il a coupé ce hêtre pour faire du bois de chauffage, et le couple d'aigle beauté, donc cette espèce très rare, a complètement disparu du secteur. Et c'est là qu'on s'est posé la question avec Gilbert de savoir comment on pouvait empêcher ça à l'avenir. Et donc on a pensé réserve naturelle, mais en fait réserve naturelle ne protégeait pas grand-chose, parce que malheureusement la propriété privée en France est plus forte que la protection que vous pouvez appliquer sur cette propriété privée. Et donc on s'est dit, finalement, puisque cette propriété privée est tellement forte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des terrains pour les protéger. Et donc depuis 2006 maintenant, on avait commencé dans les années 90 avec un programme live, et on a continué avec Forêt Sauvage. On achète des terrains pour les mettre en libre évolution. Alors, ça ne veut pas dire qu'on exclut l'homme. On peut venir contempler, s'inspirer, comme le fait Marco pour sa ferme, des dynamiques du vivant, voir comment ça fonctionne. Et voilà, on est à peu près à 800 hectares. Et on a grandi parce que, comme je le disais tout à l'heure, la fonctionnalité ne peut être retrouvée que sur des grands territoires. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à tous les deux. Et pour conclure, j'avais envie de poser la parole à Michel. Est-ce que tu as une belle illustration de ce que c'est que de travailler avec la Proscoli? Oui. Effectivement, le rapport, l'étude d'effet d'impact nous a permis qui porte sur le travail de l'ensemble de l'activité de Tchendoukoua sur les 13 dernières années, mais finalement sur un beaucoup plus longtemps, ont montré la réapparition justement dans l'écosystème, sur la terre de Mendiwaka, une terre sur laquelle on a travaillé pendant 13 ans, a fait réapparaître le puma. Et donc il a été repéré par des caméras infrarouges. Et voilà, vous le voyez un petit peu, il est assez discret, on n'en a pas beaucoup, mais il n'y a pas que le puma qui est réapparu, il y a d'autres animaux qui sont également réapparus à cette occasion-là. Ce qui veut dire effectivement que dès lors qu'on a le prédateur du haut, tout le reste s'est mis en place et se met en place, et c'est une grande joie pour nous, je n'ose même pas dire fierté, parce que fierté c'est un mot... C'est un drôle de mot, mais j'ai envie de dire une vraie joie pour nous, parce que ça justifie les 30 ans d'activité, 30 ans d'engagement d'Éric, Julien, de l'équipe de Tchendoukoua depuis pas mal d'années, de toute la difficulté d'être dans cet univers-là, parce que évidemment Tchendoukoua, avec ses dialogues, avec le rachat de terre, on est à contre-courant de beaucoup de choses souvent, mais en même temps, quand on a cette grande joie d'avoir ça, le puma avec tous les animaux qui viennent en dessous, c'est formidable. Et puis, je voulais dire une dernière chose peut-être aussi, par rapport à ça, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre à Tchendoukoua, vous nous trouvez facilement sur le site
sur le site. Je voulais aussi remercier évidemment moi aussi tous les intervenants d'aujourd'hui et puis aussi te remercier Frédéric et remercier Michael pour votre engagement pour que ces webinaires puissent avoir lieu. Donc merci à toutes et à tous. Et puis dire aussi une dernière chose, c'est peut-être dire qu'il y a le film Kogi Ensemble pour soigner la Terre qui est en diffusion un peu partout en France. Il faut guetter, c'est pas... Jeudi soir à Chambéry, je crois. C'est ça. Alors oui, il est ce jeudi soir à Chambéry. Michael, tu peux en dire un mot? Oui, c'est ça, exactement. Il y a une diffusion jeudi soir à Chambéry où je serai l'invité du débat à la fin. Et après, au mois de février, il y a plusieurs dates qui sont tombées et le calendrier, ça sera publié dans la semaine. Et, sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et donc, j'en profite justement pour enchaîner sur le fait, j'ai quelques informations à vous donner. Pour toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre dans le chat, on va les prendre, ne vous inquiétez pas, on les proposera à nos invités. Et on vous les renverra via les mails pour ceux qui se sont inscrits au webinaire. Pour la vidéo de la ferme, là, vous avez eu qu'un tout petit extrait du début. On vous mettra aussi le lien de la vidéo en entier du premier épisode. Et on passe quand même le message. Avec Marco, on est en train d'essayer de trouver des gens pour pouvoir financer une suite d'autres épisodes. Donc si toutefois vous êtes intéressé avec cette aventure-là, n'hésitez pas à nous écrire soit à Chendukwa, soit à Ezel Vidéo Prod pour la suite. Et n'oubliez pas aussi, donc, comme disait Michel, les réseaux, échanger avec nous, n'hésitez pas à nous questionner. On essaie de vous répondre au plus vite à chaque fois. Et je voudrais aussi faire un merci spécial à 2 personnes qu'on ne voit pas et qui sont cachées dans les coulisses. Et grâce à elles, on a eu un enchaînement parfait. C'est Elisa et Lucie qui font partie de l'équipe de Frédéric et qui ont fait un job vraiment top, encore une fois, comme toutes les premières fois. Donc c'est cool. Merci beaucoup à vous. Et puis j'espère à bientôt avec de nouveaux aventuriers.